comment il faut comprendre la notion d'institution imaginaire sociale, à savoir comme l'ensemble de ces significations, comme dit Castoriadis, ou de ces représentations fondamentales sur lesquelles sont fondées les institutions d'une société, aussi bien ces institutions concrètes, organismes qui structurent l'activité sociale, que ces institutions beaucoup plus abstraites comme l'institution, comme les normes éthiques, les valeurs, les motivations que se donnent des membres d'une société, etc. Et parmi ces représentations générales, on a notamment les divisions internes de la société, divisions en genre, en classe, en profession, tous les modes de vie, modes de production, types d'activités qu'on développe, et aussi, peut-être plus fondamental encore, la représentation de l'identité même du groupe, de son rapport avec ce qui n'est pas ce groupe, donc son rapport avec les autres hommes, avec les autres êtres vivants, avec le monde en général. Tout ça, en fait, fait partie de ces institutions fondamentales, de ces significations fondamentales d'une société, mais c'est le plus souvent implicite et même inconscient. La plupart des sociétés ne se disent pas explicitement ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, comment elles s'organisent. Et je vais ajouter la lecture d'un petit extrait, si vous voulez le retrouver dans l'ouvrage, c'est page 221, parce qu'il insiste là-dessus, et ça vaut la peine, sur cette notion de comment, en fait, émergent ces questions et ces réponses. Donc, toute société, jusqu'ici, a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité? Que sommes-nous les uns pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Comment interpréter le monde? Le monde n'est pas simplement un donné brut. En fait, chaque société interprète son monde. C'est-à-dire que le monde, il passe par des sortes de filtres qui sont qu'est-ce qui est utile pour nous? Dans quoi allons-nous? Qu'est-ce qui est dangereux? Comment explorons-nous le monde? Est-ce que nous l'estimons être à notre disposition, par exemple? Est-ce que nous pouvons prendre ce que nous voulons, transformer ce que nous voulons? Est-ce qu'au contraire, nous avons l'impression d'avoir affaire à quelque chose de sacré, ou du moins en partie sacré, auquel on ne peut pas toucher, etc. Donc il y a toujours une interprétation du monde, on ne le reçoit jamais de manière brute. Où et dans quoi sommes-nous? Donc que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? Vu la question du manque et du besoin, évidemment, qui est cruciale. La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse, et il met entre guillemets, vous allez voir pourquoi, sans la réponse à ces questions, entre guillemets aussi, sans ces définitions, entre guillemets, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture. Car tout resterait chaos indifférencié. Les distinctions entre les choses qui ont des valeurs différentes pour nous sont complètement instituées. Elles ne sont pas spontanées, elles ne viennent pas de la biologie. Bien entendu, lorsque nous parlons de questions, de réponses, de définitions, nous parlons métaphoriquement. Et voilà pourquoi les guillemets. Nous parlons métaphoriquement. Pourquoi? Il ne s'agit pas de questions et de réponses posées explicitement. Et les définitions ne sont pas données dans le langage. Donc, justement, on aurait tendance à dire, une définition, ça passe forcément par le langage. C'est une explication de la signification de quelque chose, où on dit, voilà, je le place dans tel ensemble, je lui donne telle particularité, telle caractéristique essentielle. Une définition, pour nous, c'est du langage. Mais celle-là, non. Ça ne passe pas par le langage. Et comment, alors? Est-ce que c'est donné? C'est ce qu'il va dire dans la suite. Les questions ne sont même pas posées préalablement aux réponses. Dans la plupart des sociétés, il n'y a pas un moment où on se pose ces questions et ensuite on y répond. La société se constitue en faisant émerger une réponse de fait à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est dans le faire de chaque collectivité qu'apparaît comme sens incarné la réponse à ces questions. Comme sens incarné, c'est-à-dire que le sens, la signification, n'est pas dit, il est incarné dans les activités. C'est par ces activités elles-mêmes que la société implicitement révèle ce qu'elle pense d'elle-même et ce qu'elle pense du monde et des autres. C'est parce qu'elle a de fait des relations, par exemple pacifiques ou agressives avec les autres groupes, qu'on peut se dire sa réponse à qui sommes-nous par rapport aux autres est une réponse pacifique ou agressive. Elle se situe comme plutôt semblable ou comme plutôt différente par rapport aux autres, comme plutôt en rivalité ou en accord. Ce n'est pas dit, c'est dans le faire qu'on le constate, c'est dans l'activité réalisée. C'est ce faire social qui ne se laisse comprendre que comme réponse à des questions qu'il pose implicitement lui-même. L'homme est un animal inconsciemment philosophique, qui s'est posé des questions de la philosophie dans les faits, longtemps avant que la philosophie n'existe comme réflexion explicite. Donc inconsciemment philosophique parce que toutes ces questions sont des questions philosophiques. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Enfin, tout ça, ce sont des questions philosophiques, mais la plupart du temps, elles ne sont pas posées comme telles. Elles ne sont pas posées par une réflexivité, par une réflexion sur soi-même. Mais comme elles nécessitent une réponse, c'est-à-dire comme l'homme n'agit pas simplement par instinct et spontanément, comme il doit faire des choix à tout moment, de fait, il fait des choix philosophiques. Il fait des choix qui engagent son identité. Et il est un animal poétique qui a fourni dans l'imaginaire des réponses à ces questions. Le mot poétique doit être pris au sens étymologique du poién grec, c'est-à-dire un verbe à très
très très large champ sémantique qui signifie tout le faire, tout ce qui est faire. Pas seulement produire du matériel, mais faire une poésie, faire un rêve, faire n'importe quoi, ça s'exprime par ce mot-là. Et donc l'homme est un animal poétique parce qu'il fait, et c'est dans le faire qu'il exprime ses questions, ses réponses. Bon, donc on peut ajouter que c'est seulement à partir du moment où ces questions deviennent explicites justement qu'une société commence à être autonome. Donc on a vu la notion d'autonomie d'une société, c'est justement cette réflexivité, cette capacité de se dire explicitement cette fois et consciemment et volontairement qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous instituons pour nous-mêmes. Ça c'était justement la définition de l'autonomie pour une société. Et c'est pourquoi Castoriadis pense que l'autonomie est apparue pour la première fois à un moment précis de l'histoire, conjointement avec la naissance de la démocratie et de la philosophie dans les cités grecques. Parce que la philosophie, c'est justement ce questionnement qui n'accepte aucune évidence héritée, aucune habitude, mais qui les met en question et essaie de savoir toujours le pourquoi, le d'où ça vient, le est-ce que c'est justifié. Et la démocratie fait la même chose, a la même démarche, mais dans le domaine politique. La démocratie, c'est le seul régime, au sens strict du terme, pas celle qu'on prétend avoir à l'heure actuelle, au sens strict du terme, c'est le seul régime qui n'accepte aucune justification habituelle ou simplement héritée de la tradition pour justifier qui est au pouvoir. La démocratie est caractérisée par le fait qu'il n'y a aucun titre à exercer le pouvoir, aucun titre particulier, chacun est égal en ce qui concerne la prise de décision qui concerne les affaires communes. Il n'y a aucun titre. Alors que tous les autres régimes politiques antérieurs défendaient justement un certain titre qui justifiait le type de pouvoir qu'elle développait. Par exemple, le titre de la noblesse, le fait d'être héritier d'un certain lignage justifiait aussi bien la monarchie que l'aristocratie. Il y avait aussi des plutocraties, où ce qui comptait c'était les biens matériels, et bon, des oligarchies où, selon les cas, on justifiait le plus souvent l'accaparement du pouvoir par une certaine classe, on le justifiait par l'invocation d'une soi-disant compétence. Et c'est encore le cas actuellement. Quand on essaie de justifier l'accaparement du pouvoir par une certaine classe, c'est en vertu d'une compétence. On dit, pour exercer la politique, il faut une certaine expertise dans une série de domaines, et tout le monde n'en est pas capable, on ne prend que les meilleurs. Et donc c'est là-dessus qu'est fondée l'élection. L'élection, soi-disant, ne choisit que les meilleurs, choisit l'élite de la société. Or, c'est très significatif que dans les démocraties grecques, on considérait que l'élection était un signe aristocratique, était une caractéristique d'un régime aristocratique et pas du tout d'un régime démocratique. La démocratie, c'est le seul régime qui ne donne aucune justification au fait que certains ont plus de pouvoir que d'autres et qui le refusent. Donc voilà cette racine commune de la philosophie de la démocratie qui est favorable à l'autonomie. C'est pour cette raison-là qu'elle y est favorable, c'est parce qu'elle met tout en question. Elle n'accepte rien simplement parce que ça a été fait comme ça jusqu'à présent. C'est une mauvaise justification pour elle. Et enfin, nous avons parcouru déjà la semaine dernière la critique que Castoriadis adressait aux explications seulement fonctionnalistes des institutions sociales, c'est-à-dire qui considèrent que toute institution répond à un certain besoin, remplit une certaine fonction et que ça suffirait à expliquer tout ce que construit une société. On a vu que la principale objection à ce type d'explication, c'est justement qu'elle n'interrogeait pas la notion de besoin. Or, un besoin ne signifie rien universellement, ne signifie rien intemporellement, mais est toujours défini précisément par la société. Toute société définit ses besoins qui vont bien au-delà de ce qu'on peut appeler leur étayage naturel, donc le fait qu'effectivement il y a des contraintes naturelles dont il faut tenir compte. Mais tous les besoins de n'importe quelle société vont bien au-delà de cette simple satisfaction du biologique. Donc il faut tenir compte de cette institution du besoin, et en outre, l'explication fonctionnelle ne concerne que les moyens, finalement n'explique que les moyens et pas les fins. Elle néglige complètement la notion de fin. C'est une rationalité seulement instrumentale qui est expliquée par la fonction. C'est-à-dire on se dit, voilà à quoi nous voulons arriver, comment allons-nous nous organiser au mieux, le plus efficacement possible pour arriver à cette visée. Mais cette visée elle-même, comment est-ce qu'on explique qu'elle était si différente dans différentes sociétés? Cette visée elle-même, comment est-ce qu'elle est apparue? Pourquoi est-ce qu'on a posé ça comme fin, comme motivation ultime de la société, pour ensuite se donner les moyens les plus efficaces pour y parvenir? Là non plus, le fonctionnalisme ne peut pas y répondre.